Nous allons enchaîner directement avec Emmanuelle Amar, qui est donc directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes et qui va donc nous parler des affaires de bébés nés sans bras qui ont, ces dernières années, en France notamment, défrayé la chronique à juste titre et ils vont tout à fait illustrer avec des cas pratiques, malheureusement, les questions qui existent, qui perdurent pour toutes ces pathologies touchant les enfants dès la naissance, qui créent donc de très graves handicaps chez les enfants et mettent de nombreuses familles dans des situations difficiles. Et nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir traiter ce sujet d'actualité essentiel dans ce webinaire. Merci Madame Amar, je vous cède la parole. Je vous remercie, Elisabeth, et toute l'équipe de m'avoir conviée à ce webinaire pour aborder la question des enseignements que l'on pourrait retirer de cette affaire dite des bébés nés sans bras. Le titre a été un peu mal reçu par les parents parce qu'on ne pouvait pas résumer les enfants qu'à ce qui leur manquait, et on le comprend très bien. Mais enfin, c'est ainsi que cette affaire a été connue. Alors, je vais aborder cette question sous l'angle de ces enseignements. Alors, très rapidement, hein, de quoi on parle quand on parle des malformations. Les malformations générales, c'est environ quand même 4,5% des issues de grossesse. On dit issues de grossesse et pas naissance parce que ça inclut les enfants morts-nés, les morts fétales intra-utérines, mais aussi les interruptions médicales de grossesse. Sur ces 4,5% de malformations, les causes sont très mal connues. Je dois dire que j'ai commencé à travailler dans le champ des malformations en 2003, ça fait presque 20 ans, et depuis presque 20 ans, la répartition des causes est à peu près la même, avec une inconnue qui ne bouge pas, c'est-à-dire que plus de 50% des malformations ont une cause totalement inconnue. Pour les reprendre, toutes les causes génétiques sont de l'ordre de 20%. Dans génétique, on entend les anomalies chromosomiques, les anomalies liées à la mutation d'un gène. Comme autre cause, on a les malformations liées à l'environnement au sens large, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas moi, autrement dit l'environnement géographique, mais on peut penser aussi aux médicaments et ce sera abordé par la suite. Et les causes dites multifactorielles qui peuvent inclure des pathologies maternelles avec peut-être des expositions, tout ce qu'on n'arrive pas bien à délimiter qui en soi ne provoque pas la malformation, mais cette étendue de facteurs nous fait dire que c'est un peu un sac fourre-tout, c'est cette expression de multifactorielle. Et puis, dans ces inconnus, on pense qu'il y a ce qu'on appelle des causes polygéniques, des interactions de gènes avec l'environnement et une synergie de plusieurs facteurs. Mais ce n'est pas parce qu'on attribue au hasard qu'il n'y a pas de cause. Et c'est ça toute la difficulté, souvent pour la population, à comprendre cette question du hasard. Alors, pour revenir à la question proprement parlée de cette affaire des bébés nés sans bras, j'ai fait un petit récapitulatif chronologique sans entrer dans les détails. On rappellera que c'est à partir de décembre 2010 qu'un médecin de l'Ain nous signale 3 naissances sur un espace de 18 mois d'enfants nés entre 2009 et 2010, 2 mères qui résident à quelques kilomètres les unes des autres, et leurs 3 enfants sont nés avec ce qu'on appelle une agénésie transverse isolée, parce qu'il n'y a pas d'autres malformations, du membre supérieur. Le bras est comme amputé, bien que ce soit congénital. Donc, ce signalement est fait, on le fait remonter, bien entendu. Puis, en 2011-2012, 3 nouvelles naissances de la même malformation, toujours chez des mères qui résident à quelques kilomètres les unes des autres. Nous en sommes à 6 cas. Quand en mai 2014, on nous signale, c'est l'INVS qui s'appelle Santé publique France maintenant, l'existence d'un cluster identique en Loire-Atlantique de 3 petits-enfants qui sont arrivés à l'école maternelle à qui il manquait un bras. 2014, 2 nouvelles naissances chez nous dans l'Ain,
Nous nous entretenons avec les maires, nous leur administrons un questionnaire qui envisage toutes les expositions, tous les facteurs de risque connus. Nous faisons étudier les dossiers médicaux par le Centre de référence des anomalies de développement et nous ne retenons aucun facteur de risque, ni maternel, ni environnemental, ni comportemental. C'est alors qu'à la fin 2014, nous recevons un signalement maternel, c'est une maman qui nous le dit, qu'il lui semble bien que dans le Morbihan, il y a un cluster. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de cette malformation? Donc nous, dans notre histoire, on a 3 signalements de cluster, chacun ne connaît pas les autres et il s'agit de la même malformation strictement identique. Donc, je vous passe les détails entre 2014 et 2018 où nous supplions pour avoir des investigations jusqu'à ce qu'un article du Monde fasse état de ces différents clusters et ça déclenche une conférence de presse de la part de Santé publique France qui annonce qu'il n'y a pas de cluster dans l'Ain et qui juge la méthode de Kuldorf que nous avons utilisée via StatScan de clustering inadaptée pour la recherche de clusters de malformation. Nous arrivons en janvier 2019 où une nouvelle fois, un nouveau signalement nous est fait et remonté à Santé publique France d'un éventuel, je dis bien éventuel parce que nous n'aurons jamais les moyens de l'investiguer, cluster exactement de la même malformation près de l'étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône. Puis, en septembre 2019, nous recevons un nouveau signalement, là c'est via le Bundestag, directement allemand, qui nous demande ce qu'il doit faire puisque 3 petites filles sont nées à quelques semaines d'écart dans une petite maternité allemande et il n'y a pas de registre à cet endroit-là. Donc, voyant que la difficulté que nous avons à faire entendre le fait que, 1, il y a des clusters et 2, il faut les investiguer, en février 2021, nous publions un article dans une revue qui s'appelle Birth Defect Research et qui s'appelle Evidence for a Cluster of Rare Birth Defect in the Ain Department, qui atteste de la réalité de ce cluster dans l'Ain. Puis, à l'issue de cette publication en mai 2021, nous recevons les conclusions du comité d'experts scientifiques qui avait été réuni pour faire la lumière sur ces clusters de malformation, qui annonce qu'il n'y a pas de cause commune repérée en Bretagne. Et pour ce qui est de l'Ain, ils oublient de mentionner qu'il y a eu un article qui a établi la réalité de ce cluster et il n'est plus question de l'Ain dans ces conclusions du rapport. Donc, pour mémoire, l'Ain, c'est un petit département français et là où se trouvent nos malformations, j'allais dire nos parce qu'elles finissent par être nos enfants, nos bébés, c'est un département extrêmement rural, très peu dense. Et je dirais que le premier enseignement à la suite de cette affaire, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est que la mise en évidence d'un cluster spatio-temporel, c'est quand même ce qu'on recherche, c'est la raison pour laquelle on a mis en place des registres, des observatoires, c'est de repérer le plus tôt possible une anomalie de fréquence et de répartition des malformations de manière à tirer la sonnette d'alarme une fois qu'on a évalué, bien documenté, validé la réalité de ce cluster, tirer cette sonnette d'alarme de façon à ce que des mesures de santé publique soient prises, soit au niveau de la prévention, avertissement des professionnels, mais aussi recherche des causes. Donc, un cluster spatio-temporel, répétons-le, n'est possible que si on dispose de données exhaustives sur un territoire le plus grand possible, parce que si on a simplement une ville, on ne doit absolument pas mettre en évidence un cluster, puisqu'il peut y avoir de façon totalement liée au hasard des agrégats qui se forment alors qu'ailleurs il n'y a pas de cas, par exemple, et qui intègrent toutes les naissances, là on parlait juste avant à propos des cryptorchidées d'exhaustivité, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi prendre en considération les morts fétales, les interruptions de grossesse, parce que si on a une augmentation des cas et ces cas ne naissent pas vivants, alors on va passer à côté d'un cluster alors qu'il y a une réalité. Il faut aussi pouvoir disposer de données bien documentées avec un diagnostic précis, confirmé par plusieurs sources et pas une source administrative, et ainsi que documentés avec leurs facteurs de risque. Et puis enfin et surtout, on en parlait juste avant, mais de données géolocalisées de manière à pouvoir
aborder les expositions maternelles, mais géolocalisées au moment de la formation de la malformation, parce qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est-à-dire que ces données géolocalisées, on doit avoir un GPS l'adresse maternelle au moment de la conception et du premier trimestre. Sinon, les données qui sont localisées à l'adresse maternelle au moment plus tard, elles sont très peu exploitables. Autrement dit, ces 3 critères, ils relèvent des capacités d'un registre. Le registre, c'est considéré comme ce qu'on appelle le gold standard de la surveillance épidémiologique, dans la mesure où il recueille en continu et de manière exhaustive des données nominatives et géolocalisées qui intéressent plusieurs événements de santé. Autrement dit, il faut savoir qu'en France, 80% des issues de grossesse échappent à la surveillance des registres, puisqu'il n'y en a que 6 sur toute la France. Elles échappent à cette surveillance et si on se dit, ben oui, mais peut-être qu'avec les données du système national de données qu'on va intégrer dans Health Data Hub, on va pouvoir quand même avoir une petite idée du nombre de malformations qui auront été, pour celles qui auront été signalées et correctement signalées d'ailleurs, dans le programme de médicalisation du système informatique de santé, le PMSI. Il ne permettra en tout état de cause jamais de repérer un cluster temporo-spatial indétectable, puisque les données sont anonymes et non localisées. Et si jamais il se trouvait un signalement profane, ce qu'on appelle un signalement profane, c'est-à-dire c'est des familles qui disent « j'ai l'impression qu'il y a plus de cas ici » ou je me retrouve dans la salle d'attente de l'hôpital et puis tous les enfants sont de la même ville, par exemple », eh bien, on ne peut pas l'investiguer parce qu'on n'a pas l'information sur les autres malformations qui permettront de faire justement ce fameux clustering. C'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est qu'on a besoin, et il découle du premier, on a besoin d'outils et de compétences de terrain. On a remarqué, à plusieurs personnes de notre conseil scientifique nous ont fait remarquer qu'il y a une phrase qui est très souvent dite, y compris pour les clusters de cancer, c'est que nous n'avons pas trouvé de cause commune, donc nous arrêtons les investigations. Comme si il fallait traiter les clusters de cancer ou de malformation comme les clusters de maladies transmissibles, infectieuses la plupart, c'est-à-dire que ces clusters-là, sans le microbe, sans le bacille de Koch, on n'a pas de tuberculose, sans SARS-CoV-2, on n'a pas de Covid, sauf que sans tabac, on peut avoir un cancer du poumon, pour faire simple. C'est-à-dire que dans un cluster de maladies non transmissibles, cancer ou malformation, il se peut qu'il y ait des cas qu'on pourrait appeler normalement attendus, qui sont liés à peut-être une petite anomalie génétique infraclinique qu'on ne peut pas trouver, ou à d'autres choses, et puis d'autres qui sont liés à l'environnement dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un excès de cas. Donc, partir avec l'hypothèse qu'on recherche une cause commune, ça nous met droit dans le mur, ça n'a pas de fondement scientifique. Ça justifie le recours à l'argument selon lequel, écoutez, les investigations, elles n'ont très souvent aucun bénéfice. Bien sûr, elles n'ont pas de bénéfice. On peut rien trouver si on part du principe que tous les cas doivent avoir la même cause. Et enfin, ça rend incompréhensible et inacceptable pour les familles et la société le fait qu'on abandonne et qu'on dise, écoutez, pas de cause commune, on arrête. Et ça nourrit la suspicion, c'est un enseignement, c'est qu'on a besoin d'outils de compétences de terrain afin d'identifier rapidement des équipes de toxicologues, de spécialistes de malformation, de généticiens, des épidémiologiques, des biostatisticiens spécialistes dans le clustering pour rapidement, une fois qu'on a mis en évidence un cluster, pour pouvoir faire des investigations avec des protocoles qui sont acceptés par tout le monde. Et là, on en manque cruellement. Enfin, je dirais que ce qui participe aussi à la difficulté, c'est qu'il faut qu'on lutte contre les idées fausses. J'ai lu récemment quelque chose qui émanait de la Haute École de Santé publique de Rennes, qui disait « Les malformations ne constituent pas en soi un problème de santé publique, par comparaison au cancer, car la majorité des malformations, ce qui est vrai, sont diagnostiquées en anténatal et débouchent sur un arrêt de grossesse. » Comme si le problème de santé publique était qu'ils naissent
des enfants avec des handicaps et non pas qu'il y ait des conceptions avec ces malformations. C'est un problème de santé publique. Ensuite, une autre idée fausse, c'est de dire, on l'entend beaucoup, les registres nécessitent de nombreux moyens humains et coûtent cher. Alors là, je voudrais apporter une expérience, j'allais dire TTC, puisque nous, on est un registre adossé à un CHU, où tout est pris en compte, du loyer jusqu'au sopalin pour les mains, les salaires chargés, etc. Nous surveillons 60 000 naissances par an, soit 10% des naissances de la métropole. Pour TTC, 280 000 € annuels, ce qui reviendrait, si on faisait un registre national, et sans mettre autant de directeurs et de matériel, donc ce serait forcément moins cher, à 2,8 millions maximum par an. Bon, c'est pour donner une idée. Et enfin, dernière idée fausse, c'est que l'on peut avoir une idée du nombre d'ATMS, très précisément en France, via le système national de données de santé. Les Tandberg, comme le Mouzeil en Loire-Atlantique, ont fait la démonstration qu'il n'était pas possible d'investiguer un cluster, c'est-à-dire repérer le nombre de cas de malformation qu'on ramène même sur un dénominateur qui serait le nombre total de malformations, là où il n'y a pas de registre. Ça a été démontré et malgré cette démonstration, on continue à dire que ce serait quand même possible. Donc, je ne voudrais pas être négative et au contraire me dire, alors, si on veut tirer des leçons, il y a ces 3 leçons-là, mais peut-être qu'on pourrait être proactif et puis proposer autre chose. Il y a un constat, c'est qu'on n'a pas de couverture nationale de la surveillance épidémiologique des malformations, c'est réel. Qu'il y a une demande de plus en plus grande des patients qui veulent comprendre et spontanément, j'allais dire de partout, des équipes, mais il y a des gens de l'INSERM, il y a des gens de l'INRAE, il y a des gens de partout qui nous disent, moi j'aimerais former une sorte de task force pour investiguer ces malformations. Donc, il y a des mises à disposition d'expertise. Une contrainte, elle est liée au secret médical. Et cela, pourtant, on sait que le progrès, quel qu'il soit, enfin en matière de santé, thérapeutique, de prévention, il résulte de l'implication, voire même du militantisme des patients depuis la fin des temps, depuis le choléra en 1834 à Lyon, avec des défilés de personnes qui faisaient en sorte qu'on amène l'eau courante chez les cadus, par exemple. On sait que l'implication des patients est cruciale. Donc, face à cette techno-demande, face à cette demande sociale associée à une faisabilité technique, face aussi, et grâce, j'allais dire, à tout ce qui peut blinder, border la sécurité des données, on pourrait envisager une plateforme d'épidémiologie qui serait co-construite, qui permettrait de partager les connaissances pour permettre aux professionnels de santé, aux chercheurs, aux patients, de profiter d'un outil accessible pour la recherche étiologique avec des hypothèses environnementales qui pourraient être posées, mais aussi pour l'orientation vers les équipes, parce qu'on a vu combien de familles ne savaient plus vers qui se tourner, où aller quand il y avait une annonce, notamment d'une anomalie au début de grossesse, pour permettre la prévention et le développement de stratégies innovantes en matière de dépistage, d'accompagnement des familles et aussi pour traduire les données individuelles que nous recevons en connaissances mobilisables pour les chercheurs et pour tout le monde. Sachant que, bien sûr, là où le bas blesse, c'est le financement, mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce serait trop cher et nous n'avons plus de freins technologiques qui viennent empêcher le déroulé de ce projet. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Amar, pour votre présentation. Donc, nous avons peu de questions pour l'instant, mais nous avons déjà une première question dans le chat. Donc, le développement des réseaux de type Artemis en Nouvelle-Aquitaine pourrait aider à être plus exhaustif lors de la découverte de malformations. Bon, c'est plutôt une remarque. Je ne sais pas si vous avez un commentaire sur les interactions possibles avec ces types de réseaux. Alors, je dirais que tout travail avec un réseau, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire du maillage et évidemment, nous, on travaille avec les réseaux, nous en Rhône-Alpes, parce qu'on ne peut pas aller chercher des données ailleurs que là où on a une autorisation CNIL pour le faire, mais on travaille avec les réseaux Aurore, les réseaux de périnatalité, évidemment, où on croise les informations. Et ça, évidemment, c'est très important. Ça permet de consolider les données, les rendre plus exhaustives dans la mesure où on croise des sources. Mais en tout état de cause, ça ne nous permet pas d'avoir des informations, des données
là où il n'y a pas de registre, c'est-à-dire pour plus de 80% des issues de grossesse en France. D'accord. Est-ce que nous avons peut-être des personnes qui n'ont pas réagi dans le chat, mais qui souhaitent, par exemple, poser des questions à l'oral? Vous pouvez Oui, lever bien la sûr. main et nous pouvons vous donner la parole. Non, je vous incite à le faire puisque Madame Amar est avec nous, donc vous pouvez profiter de sa présence si vous le souhaitez. Voilà. Nous avons une question peut-être? Je ne vois pas, mais j'écoute. Bon, pour l'instant, moi, je n'entends pas de. Nous regardons s'il y a des mains levées. Y a-t-il des mains levées? Je n'en vois pas. Si vous posez une question, faites-le de manière. Enfin, manifestez-vous en levant la main. Si vous souhaitez intervenir, nous vous donnons la parole pour poser une question. Donc, nous avons une question ici, Madame Collard. Posez votre question, je vous en prie. D'abord, merci beaucoup pour l'ensemble du travail qui a été proposé jusqu'alors et tout particulièrement à Madame Amar qui fait un travail absolument colossal et depuis des années et que nous essayons de soutenir dans le travail qui est fait au niveau régional. C'est ainsi qu'on a pu quand même faire passer des messages, mais pour l'instant qui n'ont pas encore abouti à la réalisation concrète de travaux interdisciplinaires qui pourraient permettre justement de faire les investigations nécessaires. Parce qu'on se doute quand même qu'il y a des impacts environnementaux forts sur ces zones à fort impact, comme vous l'avez souligné, zones particulièrement rurales, mais avec un sol particulièrement humide et donc des zones avec de l'implication de la culture maïs et de l'élevage. Donc, c'est des choses qui sont quand même très spécifiques à cet endroit-là. On ne peut pour l'instant donner des conclusions dans la mesure où aucune étude n'a été faite à ce moment-là. Et comme disait Madame Amar, on ne peut pas revenir en arrière quand les études ne sont pas faites sur le champ et au moment où la réalité est vécue. Donc, nous sommes tout à fait conscients et pour avoir eu recours à l'ANSES à un certain moment, nous voyons bien quand même qu'il y a un manque de mobilisation sur des éléments qui sont quand même très graves et qui, pour la population et pour les familles concernées, est absolument insupportable. Merci encore à Madame Amar. Merci. Donc voilà, c'était plus une remarque sur sur les progrès nécessaires qui doivent être faits. Effectivement, votre travail l'a souligné. Nous avons d'autres questions concernant les besoins pour avoir une plateforme communautaire de patients et également une question sur au bout de combien de temps peut-on regrouper les différents cas de malformation et les considérer comme clusters, ouvrant la possibilité de poursuivre les études, qui ouvre également sur une question au niveau de ce qui se fait dans les pays européens, qui pourrait avoir des données, une plateforme nationale ou autre permettant de mieux comptabiliser et suivre les différents cas de pathologie. Vous pouvez peut-être… de les reprendre, je parle de la dernière pour aller plus vite parce que là, la réponse, elle est plus facile. Je dirais que dans les pays européens et même en France, il existe ce type de plateformes qui sont des plateformes patients-chercheurs, on va dire. Je pense à Carinity, je pense à des plateformes de recherche sur l'insuffisance rénale. Il y a des plateformes aussi de recherche sur les problèmes pulmonaires aussi. Maladie surrénale aussi. Et donc, ça existe et c'est tout, j'allais dire, c'est tout le design de la plateforme qu'il faut penser. Et ça, évidemment, qu'il ne faut pas le penser seul. Il y a des plateformes qui partent du principe, par exemple, puisque le nerf de la guerre de ce type de plateforme, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour avoir quelqu'un qui s'occupe de la sécurité, qui s'occupe de son animation, qui s'occupe de la réglementation, etc. Donc, il y a besoin d'argent et il y a des plateformes qui ont fait le choix, par exemple, collégialement avec les patients, que les données totalement ensuite anonymisées peuvent être vendues à l'industrie
pharmaceutique, par exemple, pour la recherche d'un médicament. Puis d'autres vont dire, ah non, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, mais autrement. Et dans ce cas-là, il faut trouver un financement qui peut être un financement participatif, un financement par abonnement, etc. Donc, c'est cette question que je pose sur la table parce que si on ne commence pas, il n'y a pas de raison que ça se termine, j'allais dire. Mais on n'a pas, pour ce qui est vraiment du design de la, il y a un besoin, on va dire les choses autrement, il y a une demande, il y a un besoin, donc autrement dit un besoin qui est exprimé, il y a une possibilité technique, il n'y a plus ces freins, ces verrous qui étaient liés à la sécurité parce que avec le RGPD, on est bien encadré, donc on peut mettre ça en place. Ce qui manque, c'est certainement un financement, clairement. Et puis, j'ai l'impression quand même que de la part des associations, des familles, des parents, il y aurait la volonté d'y participer. J'ai discuté avec l'association ACDA, des enfants porteurs d'anomalies des membres, ils étaient tout à fait partants. Voilà, ce qui était, pour répondre à cette question-là. Ensuite, on demandait au bout de combien de temps on peut regrouper les différents cas de malformation et les considérer comme clusters. Bonne question. La notion de cluster, elle est très difficile à estimer. Pour faire simple, une pathologie très fréquente, il va vous falloir des années pour vous apercevoir qu'elle est en augmentation parce qu'elle est là très fréquente. Une pathologie plus rare, on va avoir besoin, ce ne sera pas la même façon de procéder pour repérer un cluster. C'est la raison pour laquelle on enregistre en continu ces malformations. Il se peut qu'on s'aperçoive que l'augmentation de la fréquence, on a eu l'impression que cette augmentation de fréquence a été énorme, on a doublé. De un cas, on est passé par 2 à 2, donc on a doublé. Mais pour autant, une malformation attendue qui est de l'ordre de 1 pour 10 000, dans un département où vous avez 5 000 naissances, une année, il peut y en avoir une, l'année d'après, il peut y en avoir 2, et pour autant, ce n'est pas une augmentation. Donc, c'est une étude un petit peu complexe qui nous fait repérer la question des clusters, et aussi, ça prendrait trop de temps pour essayer d'expliquer tout ce qu'on fait comme calcul, de ce qu'on appelle de l'observer sur l'attendu, sur des courbes avec des petits segments, puis des segments plus longs. Toujours est-il qu'on peut tout à fait, au bout d'une année, estimer que par rapport à ce qui était attendu, on a l'impression qu'on a plus de cas, et dans ce cas-là, on se donne les moyens de surveillance complémentaire pour regarder si l'année d'après, la courbe est en train de monter. Pour faire un petit peu simple, je répondrai ainsi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je ne crois pas qu'il y en avait d'autres. En tout cas, ça a permis de… Il y avait une remarque peut-être. Oui, de faire évoluer les questionnaires. La difficulté avec les questionnaires, c'est que si à la maternité, on fait des questionnaires qui sont trop importants, alors ils ne seront pas remplis parce qu'on connaît le temps, la démographie médicale, il n'y a pas le temps, etc. Donc, la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de renseignements, mais pas trop pour ne pas alourdir les dossiers médicaux. Voilà la réponse que je pourrais faire. Et enfin, y a-t-il des leviers avec le plan national santé-environnement? Certainement, je dirais. J'ai vraiment eu l'impression dans le PNSE que toute la question grossesse et malformation était vraiment le parent pauvre de ce plan national santé-environnement. Écoutez, merci pour vos éclaircissements, vos précisions. Je vous en prie, donc, pareil, par mail, on peut me joindre aussi. Mon mail est facilement trouvable, emmanuel.amar. Voilà. Merci beaucoup. C'était voilà, très, très instructif, je pense, pour l'ensemble des participants et participantes. Je remercie tous. Voilà, merci à vous.